Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Adrien Lemercier qui va faire la présentation de cette deuxième intervention. C'est bon ? Oui, vous l'avez devant vous. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai pas encore eu la chance de toucher les œuvres de Gabriel Sauvillers. J'ai hâte de pouvoir le faire. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Adrien Lemercier. Je suis secrétaire général de HappyDV. Je co-anime la commission HappyTech, donc spécialisée sur l'accessibilité des nouvelles technologies d'HappyDV. Et je suis aussi membre de la section jeune d'HappyDV, Campus DV. Alors moi, je vais parler très rapidement, juste pour introduire OL Corvest. Je suis assez impressionné de faire ça, puisque je connais OL Corvest depuis longtemps, notamment dans le cadre de la Cité des Sciences, parce que OL a travaillé longtemps au sein du pôle accessibilité et déficience visuelle de la Cité des Sciences. Et moi, depuis ma plus tendre enfance, je me suis beaucoup intéressé à ce qui était fait à la Cité. Quand j'étais enfant, j'ai aussi emprunté beaucoup d'ouvrages à la médiathèque de la Cité. Donc voilà. Beaucoup plus récemment, on fait le pont, j'ai fait l'acquisition de l'ouvrage All Touch, qui permet de découvrir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 par le toucher, avec différentes planches tactiles. Et moi, je vous avoue que dans le cadre professionnel, je travaille depuis plusieurs années sur les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est vrai qu'il y avait une dimension qui m'échappait, cette dimension visuelle, à la découverte des logos, des symboles paralympiques, des symboles olympiques, de différents aspects des sports. Et c'est vraiment grâce à All Touch que j'ai pu bien m'approprier ça. Donc ça a été un peu c'était bluffant, j'avoue, quand j'ai ouvert l'ouvrage, après l'avoir commandé, et quand j'ai pu toucher les différentes planches. Je recommande à tout le monde de le découvrir, qu'on soit voyant ou non d'ailleurs, parce que c'est un ouvrage totalement inclusif. Alors, ça se fait pas comme ça. Il faut qu'on voit pas. On prend un certain temps pour bien s'approprier les images tactiles. On va pas découvrir tout ça en 3 minutes. Il faut être patient, mais ça vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et voilà. Donc, je vais pas parler plus parce que OL ne va pas parler que de ça, mais elle va faire quand même un focus assez important sur le All Touch. Donc voilà. J'ai juste voulu introduire et je te passe la parole, OL. Merci. Bien. Merci beaucoup, Adrien. Et ton témoignage, je dirais, me touche aussi, bien entendu. Alors, c'est bon ? Ok. Ça va venir. Voilà, ça y est. Okay. C'est la première diapo ? C'est la première diapo. D'accord. Alors, je vais passer à la deuxième diapo. Alors, bien sûr, je vais vous parler d'All Touch, mais je vais en premier temps beaucoup vous parler des images tactiles. Et au fur et à mesure de mon propos, vous comprendrez aussi pourquoi. Alors, pour me présenter, eh bien, moi-même, je suis, comme les uns et les autres peuvent voir, je suis non-voyante, pour ceux qui ne voient pas. Donc, je suis non-voyante. J'ai une formation en histoire et j'ai été enseignante à l'INJA pendant quelques années et j'ai eu l'opportunité, une aventure formidable, de développer l'accessibilité inclusive à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Alors, dans ce cadre, vraiment, ce dont je vais vous parler a pris une importance particulièrement cruciale et m'a poussée à développer tout ce que j'ai pu au centuple, et j'aimerais bien pouvoir continuer encore l'exploitation des représentations tactiles. Puisque tout le monde sait ici que les supports de communication non visuels sont essentiellement
textuelle, bien sûr. Alors l'image tactile demeure encore un média assez, certes présent, mais quand même pas tant que ça, dans la documentation dédiée aux personnes déficients visuels. Depuis l'ouverture de la première institution éducative en 1784 à Paris, ça a été un moment aussi formidable, eh bien, l'essentiel, depuis ce temps-là, l'essentiel de la documentation pédagogique, culturelle, de loisirs ou encore pratique quand elle existe, emprunte presque toujours des formats textuels, qu'ils soient écrits, sonores, quelles que soient les techniques de production ou encore de restitution. Les quelques images habituellement proposées, comme vous le savez, sont des schémas simplifiés qui, depuis toujours, cherchent surtout à remplacer des zones colorées par des jeux de textures, de trames ou encore de textures de matière. L'image ainsi traduite présente forcément un ensemble de faiblesses des données et ne s'applique qu'à quelques matières. Gabriel a bien souligné les difficultés d'obtenir des représentations tactiles artistiques, par exemple. Donc, les matières travaillées sont essentiellement, comme toujours, la géométrie, la biologie, de la cartographie, parfois des plans de lieux. Et j'ai été particulièrement intéressée à savoir que, notamment, pour les raisons sportives, les sportifs eux-mêmes et les enseignants de sport utilisent des représentations tactiles pour mieux comprendre la topologie des lieux à appréhender. Et bien sûr, il y a aussi les productions pour les enfants. Le nombre de représentations graphiques, vous savez combien il peut y en avoir par élève, par exemple, par année? Vous avez une idée? Combien y a-t-il de représentations tactiles qui leur arrivent sous les doigts chaque année? Hein? Par mois, il y en a combien? Oui, combien? Moi, j'ai quitté l'enseignement depuis un bon moment. Les travaux des transcripteurs évoluent et puis deviennent plus importants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a 20 par mois, par exemple? C'est à peu près plausible? Beaucoup plus? En dehors du texte. Hein. Ça dépend. En dehors du texte, oui, des représentations tactiles. Une par jour, vous croyez? Moins. Bon, disons qu'il y en a 20, par exemple. 20, dans l'année, on va dire, bon an, mal an, peut-être 200. Est-ce que ce sont 200 différentes? J'en sais rien. Mais peut-être quelque chose comme ça. Vous savez pour qu'un film existe, c'est-à-dire le défilement des images sur l'écran, pour que ce défilement soit constant et provoque le mouvement, il faut 24 images secondes. Alors, pour une personne handicapée visuelle, même adulte actuellement, les adultes, c'est encore pire, hein, des images tactiles, il n'y en a pas une par mois, ça, certainement pas. Il y en a certains qui n'en ont même pas une par année. Eh bien, dans toute une vie, une personne handicapée visuelle, quand elle peut avoir l'équivalent théorique d'un film, eh bien, ça peut être de l'ordre de à peu près 6 000, 7 000 peut-être images dans toute une vie, quand elle a la chance de vivre assez longtemps, et encore, je suis généreuse. Eh bien, 4-5, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à 4-5 minutes d'un film théorique. En ne comptant pas, en comptant tous les doublons, bien entendu.
Alors, vous, depuis ce matin, vous êtes réveillés depuis ce matin, dès que vous avez ouvert les yeux, vous avez eu plein d'images qui vous sont arrivées sur des quantités de supports. Vous n'y faites pas forcément attention, mais n'empêche qu'elles passent. Elles passent à travers vos yeux et elles constituent tout un environnement, elles constituent tout un ensemble d'informations. Bref, vous baignez dans l'image. Et depuis toutes les évolutions techniques depuis le 19e, hein, les progrès de l'imprimerie, les progrès, les progrès de la photographie, du cinéma, de la télématique, la télévision, enfin bon, etc., et tutti quanti, et sur tout support, et maintenant les téléphones portables, bon, etc., etc., eh bien, vous êtes complètement baigné, inclus dans l'image, dans les images. Si bien que la culture qui est la culture contemporaine, est devenue avant tout une culture liée aux représentations, liée aux images. Et bien souvent, avant d'évoquer un nom, un mot ou quelque chose, avant tout, c'est l'image qui arrive en premier et ensuite sa nomination. Vous savez combien qu'il y a d'images dans un film uniquement de 52 minutes, c'est pas très long. Hein? 74 880 images qui sont montées. Alors, vous voyez ce décalage d'acquis de l'espace contemporain, que ce soit l'espace culturel, que ce soit l'espace du quotidien, que ce soit l'espace historique, peu importe, eh bien cet acquis est terriblement disparate et le fossé se creuse de plus en plus. Bien sûr, un petit passage par le braille, diapo suivante. Le braille, c'est pas moi qui va dénigrer le braille, bien au contraire, c'est un outil absolument fabuleux qui nous a permis d'acquérir des pans de culture et qui continue, et il faut absolument se battre pour qu'il soit acquis, pratiqué, manipulé, et que ce soit vraiment un outil quotidien, immédiat. Et ce braille est absolument fabuleux quand on pense qu'avec 6 points, un domino que j'appelle volontiers à tout savoir, ce domino se décline en au moins 65 variantes alphabétiques, de notation au pluriel, s'il vous plaît, mathématiques, de notation au pluriel, s'il vous plaît, de musique, et scientifique, et aussi, bien sûr, informatique. Alors, un puissant domino, qui est un signe qui présente une charge sémiologique maximale pour un signe absolument minimaliste. C'est extraordinaire. Cela dit, je continue avec aussi ce décalage que nous avons et la difficulté que vous avez avec vos élèves en inclusion, en particulier, qui est cette croissance importante de l'image dans les manuels de l'éducation. Dans les années 70, 30% des manuels étaient composés d'images et 70% de textes. Aujourd'hui, là, la diapo a certainement une erreur, ce n'est pas vraiment 90, mais on frise les 75-80% d'images par rapport au texte. Quant à l'image tactile, bon, comme vous savez, elle est relativement faible. Et avec ça s'ajoute, en ce qui nous concerne, eh bien, la fameuse interdiction de toucher. Hein, c'est interdit de toucher, c'est interdit de toucher dans les musées, de plus en plus. Moi, je vous dirais que quand j'étais adolescente dans les années 60, j'ai eu la chance d'aller,
parce que ça me plaisait d'aller pratiquement tous les jeudis, ou mercredis ou jeudis, je ne sais plus quand ça a changé, le jour de congé, eh bien, j'allais au Louvre où je pouvais tout toucher librement. Hein. Bon, ça a complètement changé, bien sûr. Alors, c'est interdit de toucher dans les musées, c'est interdit de toucher partout, et de plus en plus, on présente l'essentiel par écran ou sous emballage, qui sont tous plus ou moins stéréotypés, puisqu'il faut que ça réponde aux injonctions commerciales du paletting et de la commercialisation et de la communication. Donc, on se retrouve avec des boîtes qui sont toutes pratiquement pareilles, parallélépipédiques, cylindriques, enfin bon, tout ça est normé. Voilà. Donc, c'est relativement complexe. Cependant, les personnes handicapées visuelles, qu'elles ne voient pas ou qu'elles soient très malvoyantes, exercent pour la plupart une réelle autonomie pragmatique dans la gestion de leur vie quotidienne. Et par conséquent, elles démontrent évidemment qu'elles disposent, quand elles ont pu acquérir une vraie gestion de leur schéma corporel, eh bien, elles ont vraiment pu acquérir des aptitudes à spatialiser et à géométriser. Et déjà, Diderot, dans la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, avait très finement décrit comment un aveugle né se forme des idées, des figures. Et d'ailleurs, est-ce que, ensemble, on peut évoquer comment se passe l'appropriation des formes d'un objet ? Comment ça se passe par le toucher ? Quelqu'un se lance ? Oui, je crois qu'il y a une volontaire. Est-ce que vous essayez de nous faire dire le toucher haptique, peut-être ? Comment ? Le toucher haptique, le fait de pouvoir toucher de manière avec un mouvement, en fait, pouvoir sous-peser, trouver les contours, la forme globale, la texture, la température, tout ça, c'est le toucher haptique qui a été décrit par Lenderman et Klatsky. Je ne sais pas si c'est ça que vous essayez de nous faire dire. Je ne vais pas respirer. Oui, effectivement, c'est le toucher haptique. Haptique étant le toucher par le mouvement, le toucher tactilo-kinesthésique, que l'on appelle aussi. Mais justement, on fait le contour, on sent les textures, la température, le poids, c'est vrai, mais pour comprendre la forme elle-même, est-ce que c'est uniquement les contours ? Qu'est-ce qu'on discerne dans les contours ? Eh bien, dans les contours, qu'est-ce que l'on discerne ? Dans les contours, eh bien, toucher, eh bien, il va falloir chercher effectivement le contour, mais dans ce contour, on va trouver des informations. Les informations sont relatives à toutes les surfaces. Les surfaces, j'en trouve là, j'en trouve là, par exemple. Ici, la télécommande, j'en trouve là. Bon, d'accord. Et puis, un peu variante, voilà. Alors, qu'est-ce qui varie par rapport à cette forme et celle-ci ? Il y a une différence de dimension, bien sûr. Je touche la télécommande pour ceux qui ne voient pas. Alors, il y a, bien sûr, et avant, je touchais le coffret OlimTouch. Alors, bien sûr, il y a des différences de dimension. Alors, les dimensions, j'ai bien appréhendé les différentes surfaces. Bon, c'est bon. Mais non seulement il y a des dimensions, il y a plusieurs surfaces, mais ce qui organise la forme en tant que telle, ce sont les angles qui vont orienter les surfaces entre elles. Si je touche la télécommande qui, elle, n'est pas véritablement parallélépipédique,
elle a une composante courbe. Et voilà, ce sont les variations d'angle qui articulent les surfaces, qui permettent, par le toucher, de connaître, de repérer les formes. C'est simplement cette particularité qui permet ça. Alors, il faut que je retourne ma télécommande. Et là, j'en suis à quel diapo? J'ai oublié. D'accord. Alors, donc, c'est ainsi que procèdent les personnes handicapées visuelles, et ça permet de savoir dans quelle la forme et aussi dans quelle position l'objet est montré. Hein, s'il est l'avant, quel est l'avant, quel est l'arrière. Enfin, c'est de cette façon que l'on trouve aussi la position latéralisée de l'objet. Et en quelque sorte, quand on touche un objet de cette façon, en somme, c'est l'objet qui dicte sa forme par une sorte de chorégraphie qui est suscitée par son dialogue avec le toucher. C'est une danse, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on construit ces formes. Et en ce qui concerne les personnes voyantes, comment elles procèdent? Ici, vous avez un aperçu de la façon dont Alberti a représenté sa démonstration de la perspective en 1435. Bon. Alors, les règles de la perspective ont été déterminées à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire Alberti? Alberti a mis en place la manière de représenter des objets de la façon dont on les voit. Alors, en relevant les fonctionnalités visuelles qui étaient en œuvre dans la vision des images. Donc, il a qualifié ce type de fonctionnement sensoriel et il en a tiré une théorie qui permet de construire différentes perspectives. Alors, nous, on va procéder autrement. Et ici, on est à... Ressources du dessin technique. Alors, il y a eu justement... à la fin des années 80, deux équipes qui sont deux équipes à la fois pédagogues et aussi spécialistes d'art plastique qui se sont mis à faire une recherche sur les représentations tactiles. Et ces deux équipes ont procédé de manière complètement séparée parce qu'elles ne se connaissaient pas, tout simplement. Ils ont monté une recherche appliquée sur les images tactiles. L'une des équipes était en Italie, Rocco Rolli et Fabio Levi à Turin, et l'autre équipe était à ce qui a précédé l'INS-HEA et l'INS-HEI, à savoir le CNEFEI à l'époque, rassemblant à la fois Michel Brice, professeur de technologie, que certains ont pu connaître, et Jean-Claude Maurice, professeur d'art plastique. Et donc, les deux équipes ont procédé avec la même méthodologie et ils ont abouti exactement aux mêmes conclusions. Alors, ils ont commencé par analyser justement comment procède une personne qui ne voit pas pour observer son environnement. Et puis, avec tout un ensemble de lectures, de travaux pratiques, etc., donc ils se sont mis à faire cette recherche. Et ils ont abouti finalement à la même conclusion, c'est-à-dire pour représenter des images, il faut que ces images puissent convenir au mode sensoriel auquel elles s'adressent. Donc, pour la vision, on représente ce que l'on voit. Il se trouve que la vision procède à distance.
à distance, et donc la distance produit une déformation de la géométrie des objets, et entre ombre et lumière, il y a encore des déformations. Et donc, ils ont vite compris qu'on ne pouvait pas utiliser ce mode de représentation pour le toucher. Donc, ils ont recherché des modes de représentation qui puissent satisfaire la perception tactile. Alors, je trouve qu'il y en a deux. Ou bien on procède par développer, on prend un objet et puis on le développe sur toutes ses faces, alors c'est hyper long à décrypter, ou bien à ce moment-là on utilise les ressources du dessin technique. Et les deux équipes, encore une fois complètement séparées, ont produit de très très amples campagnes de tests auprès de panels de personnes handicapées visuelles extrêmement diversifiés, et ont démontré la faisabilité et la réalité surtout de l'apprentissage extrêmement rapide de ce mode de représentation. Donc, c'est-à-dire que quand on représente avec le dessin technique, en fait, on figure ce que l'on sait, et parce qu'on est amené à montrer les qualités géométriques réelles des objets. Et ce mode de représentation est privilégié dans l'industrie, est privilégié chez tous les artisans, et aussi dans les métiers du bâtiment notamment. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il permet de représenter de manière exacte ce que l'on veut produire, projeter, etc., etc. Donc, cette expérience a été extrêmement intéressante. Et là, qu'est-ce que j'ai comme... Voilà, c'est toujours ressources du dessin technique. Et puis... T'as pas appuyé encore. Et là... Ressources du dessin technique, alors BD tactile. Alors, ce mode de représentation bien, permet de s'appliquer à plein de domaines, et ça ouvre des univers absolument fantastiques. Alors ici, ok, merci. C'est une représentation d'un cirque, simplement, qui est issue de la bande dessinée Poursuite en ville d'Alexandre Illich, que vous avez entendu hier. Ensuite, encore une représentation, c'est le lion de ce cirque qui a été retrouvé par son ami, et ils sont tellement contents de se retrouver qu'ils se donnent la main et la patte. Et puis ensuite, les pierres de Venise. Alors là, on arrive à une représentation d'une gondole de Venise, et là, ça permet d'avoir tous les éléments qui forment cette gondole. Alors, on a la vue de profil qui montre la position des sièges, vous avez le gondolier, vous avez la figure de proue, et puis vous avez la vue de dessus qui complète la forme à la fois de la gondole oblongue, et puis les sièges, et le gondolier avec sa rame et son chapeau rond, n'est-ce pas ? Et puis, vous avez la vue de face, encore une fois. La vue de face qui donne la forme de la dame de nage, le Sistieri, très étroit au centre de le Sistieri étant la figure de proue. Et sur la droite de l'image, vous avez le Sistieri, cette figure de proue qui est agrandie. Vous voyez qu'il y a un axe central avec 6 dents, si on peut dire, 6 traits horizontaux qui se superposent, qui représentent les 6 quartiers de Venise. À l'opposé de l'axe central, vous avez une dent. Et, diapo suivante, ça marche ? Alors, non, oui. Pour faire la suivante, là c'est les pierres de Venise. Le plan de Venise, voilà. Alors, voilà le plan de Venise. Alors, le plan de Venise, je vous ai dit les 6 quartiers. Alors, vous avez le plan de Venise, et puis vous avez un 7e quartier, qui est cette courbe, cette île courbe qui est juste au sud de Venise. Cette île courbe, c'est la Giudecca, donc le quartier juif. Le quartier juif est isolé de la ville et
dans le symbole représentant la ville dans ce cistérique des gondoles de Venise, eh bien, ce quartier est ainsi représenté. Alors, diapo suivante. Et bien là, c'est Olymptouch. Alors, nous voilà Olymptouch. Vous avez bon, la pochette. Voilà, c'est un coffret qu'on a voulu réaliser cette année, un coffret en gaufrage, c'est-à-dire sur plusieurs niveaux de relief avec des modelés. Et ce coffret rassemble une douzaine de 12 planches qui permettent d'approcher l'essentiel, on peut dire un résumé de ce que proposent les Jeux olympiques, les Jeux olympiques et paralympiques. Et chaque estampe en gaufrage est une image qui a été travaillée de manière minutieuse. Les 3 premières représentent d'une part le relais de la flamme, les symboles des Jeux olympiques qu'Adrien a mentionné tout à l'heure, et aussi paralympiques, et puis ce parcours de la flamme, 2 coureurs qui se passent la flamme. La deuxième planche va représenter le parcours de la flamme à travers le monde pour pouvoir atteindre les territoires ultramarins. Et la troisième planche, que je n'ai pas en photo non plus, c'est le centre de Paris avec la Seine et la représentation des monuments, des ponts, des quais qui sont présents dans cet espace de Paris. Ensuite, il y a 9 planches qui vont représenter des corps, les différents des athlètes dans les différentes phases de leur mouvement, où on va avoir des corps tantôt cambrés, pliés, tendus, bien sûr par les défis que les sportifs s'imposent dans leurs différentes disciplines. Alors, en voilà une. C'est le plan de Venise. Ah, pardon. Alors, merci. C'est pratique d'avoir des yeux avec un cerveau qui fonctionne. Et là... Un peu encore. Encore? Oui, pardon, excuse-moi. Et là... Voilà, là c'est bon. Merci. Là, c'est la course. Voilà, c'est la course. Alors, la course est représentée en 2 postures. Vous avez la posture du coureur qui va prendre son départ. Alors, il a les pieds dans le starting block, qui est représenté avec l'aspect de crémaillère. Et puis, les doigts posés sur le sol, il est pas tout à fait à 4 pattes puisqu'il s'apprête à partir et il lève bien ses fesses et devant lui, il a son couloir de course. Et au-dessus, le coureur qui arrive à toutes jambes, penché en avant, avec les bras aussi en position. Il se penche en avant parce qu'il a sous son sternum juste un petit rectangle qui montre le détecteur de son arrivée sur la ligne, précisément. Et ce détecteur est aussi muni de caméras absolument fantastiques. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure Gabriel. Ce sont des caméras qui sont capables de filmer jusqu'à 2000 images à la seconde pour pouvoir différencier véritablement le classement. Alors, tout cela est indiqué et je vous invite aussi à remarquer le modelé des corps, les muscles, les pieds avec les malléoles, les doigts qui ont été travaillés, les muscles, etc. Et puis aussi, chose importante, en arrière-plan, si je puis dire, mais de manière tactile, la trajectoire des mouvements. Et ça, c'est un aspect que, en règle générale, quand on ne voit pas, on a du mal à appréhender. Et je trouve que ces lignes sont vraiment importantes. Alors, une autre représentation. Alors ici... Sous hauteur.
Alors, plus haut, le saut en hauteur. Le saut en hauteur dans la technique dite de Fosbury, qui, vous le savez, depuis 1968, permet de dépasser le saut de 2,40 m d'un seul élan. Moi, je suis admirative parce que s'envoyer comme ça au plafond, c'est incroyable, absolument incroyable, et sans perche, d'un seul élan. Alors, il y a là 3 phases. La personne qui va tenter cet exploit a d'abord une course dans une trajectoire un peu courbe, et puis à son pied d'appel s'élance et commence à passer la barre sans bien sûr la toucher. Alors elle a toute une gesticulation pour pouvoir hisser son corps au-delà de la barre, et l'image tactile peut montrer cette gesticulation entre les genoux qui sont bien perceptibles, les jambes, les pieds, etc., le corps, et puis la tête, le corps qui passe et la tête, et puis la position des bras. Et là aussi, les lignes qui indiquent la trajectoire des mouvements indiquent l'orientation de cette gestuelle. Et l'autre phase où il commence, où la tête a passé enfin la barre, et puis le corps qui va bientôt le faire, et puis va aboutir finalement sur le tapis très épais, 70 cm, et où il se réceptionne. Alors là, c'est montré uniquement dans les phases de passage, et en principe, il se réceptionne sur les épaules, fait une roulade et saute de joie naturellement. Voilà, quand il a réussi. Alors, ensuite, on va passer à une autre. Voilà, je me dépêche parce que le plongeon... Il reste 7 minutes. Ça va, merci. Alors, le plongeon... Alors, le plongeon, eh bien, c'est encore une figure qui est tout à fait informante tactilement. La plongeuse a sauté de son plongeoir. On sent qu'elle s'est retournée puisqu'elle devient de face. Et je vous fais remarquer que dans tous ces éléments, tout le temps on utilise face dessus profil ou 3/4, mais l'appropriation du dessin technique est absolument essentielle pour bien saisir la signification des images. C'est absolument essentiel. Et donc là, elle s'est retournée, elle est de face, et elle a fait sa pirouette où elle récupère ses jambes contre sa poitrine, qu'elle resserre entre ses bras, et pour ensuite s'allonger toute droite, comme une planche, pour pouvoir fendre l'eau en éclaboussant le moins possible. Et là aussi, il y a toutes les lignes indiquant les trajectoires. Alors, ensuite, on a le saut-obstacle. Ah non. Alors, il faut que tu... Attends, pardon. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, saut d'obstacle. Alors, le saut d'obstacle, ce cheval, eh bien, ce cheval, moi je l'adore, je le trouve superbe. Il est morphologiquement aussi complètement détaillé, tactilement, et ainsi que sa cavalière. Et la cavalière fait vraiment corps avec son cheval. C'est un travail combiné vraiment à deux. Ils sont corps à corps et ils sont en train de sauter ensemble cet obstacle. Et le harnachement en particulier du cheval est très présent. Et on peut vraiment déterminer l'ensemble de ce harnachement, y compris la pièce de cuir sous son ventre qui lui permet d'éviter de se blesser avec ses sabots, qui sont très proches justement de son ventre quand il saute.
voilà, tout un ensemble de détails. Et sur cette planche, on peut même sentir tactilement l'accoutrement, la casaque, la veste, les bottes, l'habillement de la cavalière, et y compris un tout petit détail très sympa que je trouve, qui sont les 4 petits boutons de sa manche. Voilà. Alors, une autre, ici, le judo. Alors, le judo, c'est une posture entre 2 judokas, et l'un qui est en train de gagner sur le second, et le second qui va bientôt frapper le tatami, sans doute pour lui dire voilà, t'as gagné. Voilà, et tous les détails du kimono, des kimonos, et puis aussi les mouvements, etc., etc. Voilà. Alors, il y a 12 planches, il y a le surf. Moi, j'ai appris ce qu'était le surf. Je ne comprenais pas ce que c'était ce foutu tunnel. Et le surf, maintenant j'ai compris, la planche et l'équilibre du surfeur qui est formidable, qui doit lutter à travers tous ces éléments. Et je l'ai mais je l'ai pas. J'ai pas toutes les photos, malheureusement. C'est très difficile d'avoir de bonnes photos des gaufrages. Et là, j'ai pas pu avoir davantage de bonnes photos. Voilà. Alors le surf, la boccia, la gymnastique rythmique, fantastique, c'est absolument extraordinaire de sentir ces filles, la capacité qu'elles ont de gérer, gérer leur corps dans une géométrie absolument parfaite, une grâce, une élégance, c'est extraordinaire. Alors voilà, le goalball aussi qui est représenté. Et je passe à maintenant, puisqu'on a parlé d'art aussi, ce coffret, c'est peut-être quelque part un coffret artistique, puisqu'il est produit dans un atelier d'art. Et là, ce sont des représentations d'art. Il s'agit toujours en gaufrage, parce qu'on peut avoir de très nombreux niveaux de relief et une très très grande variabilité des angles, des lignes, des modelés même, etc. Donc ici on a une représentation d'un couple égyptien, le scribe Raerka et sa femme Mercéanque, 3250 avant Jésus-Christ. C'est une petite sculpture funéraire qui est au Louvre. Alors évidemment, impossible de toucher ce genre de choses. Alors on sent parfaitement les costumes, les hiéroglyphes qui sont associés, le collier du dignitaire, du scribe dignitaire, voilà, la palette de scribe, etc., etc. Voilà. Alors une autre, aussi au Koussaï, une gravure de Koussaï, le manoir aux assiettes ou encore l'esprit de la servante. Et je trouve ça très sympa de toucher un fantôme. Alors c'est au Kikou, bon, c'est une histoire formidable, on n'a pas le temps malheureusement, mais bon, elle avait été jetée dans un puits par son maître parce qu'elle refusait ses avances, et pour se venger, elle sort toutes les nuits, son fantôme sort toutes les nuits, et va dans la cuisine et fait des bruits comme de casser jusqu'à 10 assiettes, voilà, toutes les nuits, il empêche son maître de dormir. Et voilà, une autre, je ne sais plus ce que c'est, l'abbaye de Cluny. Alors, bon, c'est l'une des pages de l'un des ouvrages sans itinéraire qui est aussi publié aux éditions du patrimoine. Il y en a 6 qui représentent 6 ouvrages qui sont des monographies de sites historiques. Ici, c'est l'abbaye de Cluny. Alors, je l'ai choisi parce que vous avez une représentation d'un chapiteau qui est une allégorie du printemps. C'est une femme joyeuse qui danse, qui a un mouvement dansant, et qui tient un livre à la main. Et sur la gauche de la page, eh bien, on a, justement, en utilisant ce dessin technique, on a la coupe de la colonne
qui correspond au chapiteau, dans une colonne ronde, lisse, et puis on a une vue de face de ce chapiteau corinthien, avec sa forme particulière de chapiteau corinthien, une découpe ornementée qui est la même sur chacune des faces, et puis la vue de dessus qui complète ce volume particulier de ce chapiteau. Et puis l'espace ovoïde dans lequel la sculpture est insérée et qui est indiquée aussi par un point. Voilà. Alors, une autre, Léonard de Vinci, c'est l'une des planches du coffret Léonard de Vinci, qui en comporte aussi 22, je pense. Et là, c'est le scaphandrier, donc un côté sportif quand même, inventé par Léonard de Vinci. Et puis, à côté de ce scaphandrier, eh bien, on a un gant palmé, parce que Léonard de Vinci s'est dit, eh bien, si on avait des mains augmentées, on nagerait plus facilement. Et puis après, on arrive à Amazonia Touch, qui est un coffret que j'ai là, qui est un ensemble d'interprétations tactiles, de photographies de Sebastião Salgado, qui a des expositions fantastiques dans le monde entier, voilà, qui est un photographe franco-brésilien. Et grâce à l'initiative de la fondation Visio, d'une part, qui s'est associée à une autre fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a pu réaliser ce coffret avec 21 planches qui représentent des personnages divers et variés. Voilà, l'un des personnages, Adao, un jeune homme de 20 ans de la tribu des Yawanawa, qui porte une coiffe de plumes fantastique et puis un exemple de peinture corporelle si particulière sur son visage. Et l'ensemble du coffret est traité de cette façon et rassemble quelques cartes et bien sûr quelques éléments relatifs au système bioclimatique et puis des personnages, hommes, femmes, enfants et chamans, bien sûr, dans des postures et avec leur art merveilleux des coiffes de plumes et aussi de peinture corporelle. Voilà, alors il faut arrêter. Alors ce que je vous dirais, c'est que nous, on souhaite que l'image tactile devienne vraiment signifiante sous les doigts des personnes handicapées visuelles. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça apporte énormément d'infos. Et moi, si j'ai pu travailler de manière complètement interactive dans les métiers de la muséographie, de l'édition, avec les graphistes, avec les maquettistes, etc., provenant de l'éducation spécialisée, où vraiment je suis arrivée avec que dalle, je dirais, comme bagage de ce type, eh bien, ce sont les ressources de ce type de dessin qui m'ont permis ce travail et qui m'ont ouvert des univers absolument fantastiques, parce que je peux vous dire que quand j'ai fait mes études d'histoire, j'ai vraiment touché du doigt toutes les carences de thèmes que je n'ai pas pu intégrer parce que je n'avais pas les représentations. Alors, l'image doit devenir inférente, doit permettre aussi à des personnes handicapées visuelles d'effectuer des calculs, des simulations, des inférences, des comparaisons et de ressentir aussi des émotions. Et je ne suis pas du tout contre le 3D, mais quand même, s'il vous plaît, développer aussi des images signifiantes. Merci. Merci. Merci OL pour cette leçon de pédagogie. Je crois que tout le monde a bien entendu. Oui, c'est bon. Bien.